Alors, cette semaine, une invitée spéciale pour moi, une amie que j'ai connue à la fac de droit quand nous étions jeunes et fous. Elle est restée jeune, je suis resté fou, essentiellement. Mélanie Joly, bienvenue. Allô, sur Fred. le divan. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, c'est une bonne campagne jusqu'à maintenant. On parle de toutes sortes de choses. Oui. Des blackface et des brownface. Et comment on gère ça à l'interne? Bien, je pense que le premier ministre s'est exprimé sur cette question-là. Puis je pense présentement, on passe à autre chose. On aimerait ça, en tout cas. Bien, il a présenté ses excuses. On le connaît d'une autre époque, toi et moi. Et je pense que ses excuses étaient très ressenties. Oui, je pense qu'il est un peu branlé. Hein? Bien, tu sais, avec raison. Il est sincère. Donc, il est sincère. Ouais. Puis, je pense aussi qu'il y a une conversation qui a été entamée au pays par rapport à toutes les questions de stéréotypes. Puis du reste, bien, on présente notre plateforme, on présente nos idées qui vont avoir un impact directement sur les Canadiens. Puis aujourd'hui, bien, on est arrivé avec une idée forte, importante, forte, Elle va finalement qui est sur l'importance de l'interdiction des armes à feu de type militaire. Donc, quand on regarde ce qui s'est passé à Polytechnique, qu'est-ce qui s'est passé à Dawson, à Sandy Hook, vraiment les AR-15. Pourquoi pas l'avoir fait avant? Bien, en fait, on est arrivé avec une première législation au départ qui faisait en sorte d'augmenter les vérifications d'antécédents pour les personnes qui voulaient acheter des armes à feu, l'entreposage, tout ça. Mais on savait qu'il fallait aller plus loin. On est allé chercher l'avis d'experts. Il n'y a pas eu de consensus de la part des différents experts. Il y a des différentes réalités régionales. La réalité à Toronto et Montréal n'est pas la même qu'en région. Et donc, on a décidé de trancher parce que c'est important. Il y a eu une augmentation des victimes de crimes liés aux armes à feu. Il y a 2500 personnes qui ont été victimes entre 2013 et 2017 de plus. Et donc, il faut faire quelque chose. Puis, on a décidé aussi de s'inspirer de ce que la Nouvelle-Zélande faisait. C'est dit. Ah oui, la Nouvelle-Zélande, ils ont passé ça en une semaine. Bien, au moment où la tragédie a eu lieu en Nouvelle-Zélande, ils parlaient de ce projet de loi-là. OK, je savais pas. Donc, c'est pour ça aussi que c'est allé Bon, Mélanie, rapidement. parlons de toi un peu. Oui. Tu es entrée en politique. Depuis toujours, je savais que tu allais faire de la politique. Bien, on s'est connus dans le mouvement étudiant. Oui, ça a peut-être un peu rapport. Hein? Mais disons que tes débuts politiques à l'échelle fédérale ont été un peu chaotiques. Tu as été ciblé, hein, en quelque sorte, par plusieurs, notamment au Québec. C'est une question que j'ai toujours voulu te poser. Vas-y. Comment on vit avec ça? Parce que tu as une carapace, oui, je te connais, mais tu es quand même quelqu'un de sensible aussi. Comment on peut endurer toutes ces... Puis c'est dur pour chaque politicien, on s'entend, là. Mais disons, la première partie du mandat, tu étais l'une des têtes de Turc. Là. Comment on gère ça? Comment on apprend à vivre avec ça? Bien, je pense qu'au départ, j'avais tellement peur de me tromper que je restais beaucoup dans mes lignes. Je faisais beaucoup d'anxiété de performance, puis c'est comme si je faisais en sorte de ne pas me mettre vulnérable, de ne pas prendre de risques. Donc, j'empirais le problème. Puis... Parce que quand on te connaît, tu n'es pas la même personne. Là, aujourd'hui, oui, là, c'est la même personne que j'ai toujours connue. Mais quand on te voit à l'écran, on sentait justement beaucoup moins aujourd'hui. Mais au début, c'était cette espèce de stress-là. Alors qu'en privé, t'es pas comme ça du tout. Là. Mais c'est ça. Je voulais pas me tromper. Puis, et plus, dans le fond, je recevais de la critique, plus j'avais peur de me rendre vulnérable. Et là, à un moment donné, ça devient un cercle vicieux. Puis là, je me suis dit, non, là, je me fais confiance, je choisis mon équipe, c'est moi qui décide. Je respecte mon intuition. Je vais aller à l'attaque quand c'est le temps d'aller à l'attaque, notamment sur la question des Franco-Ontariens puis des coupures de Doug Ford. Même chose sur la question de l'avortement, puis Andrew Scheer. Puis revenir un peu à mes débuts en politique, qui avaient été à la mairie de Montréal, qui avaient été quand même, tu sais, à partir de rien, la surprise, là. Ça avait bien été. Total. Donc c'est pour ça, je pense que dans toute carrière professionnelle, il y a tu sais, on apprend nos erreurs. Mais ça a été une grosse démarche d'humilité aussi parce que je me suis remise beaucoup en question. Ben oui. J'ai décidé, j'ai pleuré, je me suis comme recroquevillée en boule. Ah oui, à ce point-là, hein? Mais en même temps, j'ai décidé de continuer parce que je crois à ce qu'on fait. Je crois que Est-ce que aussi... tu pouvais... Excuse-moi, je sais pas. Puis je crois qu'on peut s'améliorer. Puis maintenant, je suis contente parce que j'ai l'impression que j'ai une plus grande liberté, fait que je me sens mieux. Du jour au lendemain, tu deviens ministre du patrimoine canadien. C'est quand même pas une petite job, là. Cette pression-là, au-delà de comment toi tu peux performer, juste l'espèce de
de symbole que tu représentes pour le Parti libéral du Canada, notamment. C'est une sacrée pression, ça, non? Bien, Tu sais, je veux dire, tu n'étais pas préparé à ça. Tu n'avais même jamais été député 5 minutes. Tu Non. été balancé là, pif, paf, pouf. bien, je pense qu'il y a des choses qu'on a fait très bien, puis que mon équipe et moi, on a fait très bien. On a bien livré Canada 150, qui était le grand mandat à l'époque. On a été capable aussi de refinancer Radio-Canada puis de changer la gouvernance à Radio-Canada. On a doublé le budget du Conseil des arts, augmenté le financement à l'ONF, tout ça. On a développé une nouvelle stratégie d'exportation culturelle. Moi, c'est pas tant sur le fond que sur la forme. Mais c'est ça, je pense que c'était... Ça revient à parce ça, que je pense que c'est beaucoup la forme. Ouais. Parce que justement, pour les raisons que je viens de te donner. En même temps aussi, j'étais très consciente de l'enjeu des plateformes numériques et je pense que je l'ai amené trop rapidement. Si j'avais travaillé plus avec mon milieu, si je leur avais parlé de scénarios qu'on regardait, si je leur avais proposé des solutions qu'on pensait, puis je les avais testées avec eux, ça m'aurait aidé à mieux gérer le dossier parce qu'il y a une crise des médias, il y a un enjeu de protection de notre culture, il y a une injustice dans notre système et tous ces constats-là, je les avais faits. Mon équipe et moi, on y travaillait. Puis même, on est allé. Pour sortir publiquement, tu penses? Bien, je pense qu'on aurait pu arriver avec, comme je te disais, des scénarios. Puis on aurait pu dire, bien, écoutez, si on modifie la loi, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que l'enjeu, il est planétaire présentement. Oui, puis, au moins occidental. Puis il y a la France qui travaille là-dessus, mais il y a très peu d'autres pays qui travaillent sur cette question-là de protection de la culture parce que ce n'est pas tous les systèmes comme d'appui à la création qui sont faits comme celui du Canada et de la France. La grande majorité, c'est pas le cas. C'est pas le cas nécessairement aux États-Unis, c'est très certainement, c'est pour des raisons évidentes. C'est pas le cas en Grande-Bretagne et certains pays scandinaves, en Italie. Tu sais, il n'y a pas de contrôle de l'audiovisuel et de soutien à l'audiovisuel de la même façon qu'il y a ici. Et la réalité aussi francophone et anglophone au pays, elle est différente. Ça faisait en sorte que, au même moment où je parlais de ça, quand j'allais dans des forums internationaux, par exemple à Davos, quand j'allais... Tu es obligé de remettre des choses en question? Bien, non, je poussais l'enjeu sur l'avenir de nos médias, tout ça, puis ça sortait bien, mais c'est comme si ce message-là, je ne l'amenais pas dans mon milieu pour dire, bien, voici qu'est-ce qu'on fait à l'international pour amener cet enjeu-là chez nous. Tu comprends que je ne peux pas faire autrement que de te parler de Netflix? Oui. Tu dois être contente que ce soit Rodriguez qui soit poigné avec cette affaire-là aujourd'hui, non? Bien, tu ne voulais pas rester avec ça. Les plus grandes critiques que tu as reçues, c'est en rapport à ce dossier-là. Bien, je pense que c'est surtout en regard à ce dossier-là. C'est parce que c'était pas défendable, tout simplement. Et ça ne l'est toujours pas, tant qu'à moi. Bien, là, on va avoir l'occasion de présenter notre plateforme. On a hâte. On a hâte. Moi aussi, j'ai hâte, parce que je pense qu'on va avoir des bonnes choses à dire. Puis là, le premier ministre va pouvoir en parler. Ça ne serait pas le temps de reculer un peu sur Netflix et de dire finalement, on s'est trompé. Bien, grave. Je pense que j'aurais pu clairement mieux communiquer à l'époque. Puis j'aurais pu le tester avec le milieu, pas les prendre par surprise. Mais du reste, je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles à annoncer. Puis c'est clair qu'il y a une injustice qui doit être réparée parce que quand il y a des géants du web qui font partie de notre système, bien, il faut qu'ils contribuent à notre système. Il n'y a pas de passe-droit. Et voilà. Bon. Alors, un autre thème qui nous est cher, toi et moi, je pense, le thème des langues, notamment des francophones hors Québec. Oui. Ça a été, tant qu'à moi, la manière où tu as réussi à te démarquer. Puis là, les gens disent, ah, mais voilà une Mélanie Joly, confiante, qui sait où ce qui s'en va, qui est claire, nette et précise. Merci à Doug Ford, en quelque sorte, d'avoir fait cette... Non, pas merci à Doug Ford. D'avoir fait cette saloperie-là, parce que visiblement, tu as pu te mettre en évidence et tu as pu démontrer aussi toute l'importance qu'avaient les langues linguistiques pour ton gouvernement. Comment tu... Parce qu'évidemment, c'est toujours un peu délicat, fédéral, provincial et tout ça. Comment tu peux gérer quelqu'un comme Doug Ford? Bien, je ne sais pas s'il faut gérer Doug Ford. Là. La question, c'est plus quand il y a une injustice, il faut que tu la dénonces. Mais je veux dire, financer son université, je veux dire, par définition, vous y avez parlé, vous parlez à Mulroney, peut-être? Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que quand on a décidé de dénoncer l'injustice puis les coupures, après, il y a 15 000 personnes, 15 000 Franco-Ontariens qui sont sortis dans les rues. Puis, il y a eu des grandes manifestations à Ottawa, à Hearst, à Toronto, partout en francophonie ontarienne. Il y a le drapeau des Franco-Ontariens qui a été hissé au mât de l'Assemblée nationale. Il y a un mouvement de solidarité des francophones au pays avec les Québécois. Ça, c'est nouveau. Et ça, c'était nouveau. Ça, c'était historique. Et ça a aidé à mettre énormément de pression. En fait, ça existait souvent plusieurs fois avec le règlement 17, ça au début du 20e siècle, mais ça faisait au moins une cinquantaine d'années. Même pour Montfort, un petit quelque chose, mais sans plus. Et ça, moi, ça m'a fait, je ne sais pas pour toi, j'imagine que oui,
Ça fait énormément plaisir de voir les Ah, moi Québécois appuyer J'en leurs étais frères, émue. leurs sœurs. Ouais, J'en étais émue parce que le 1er décembre, quand on est arrivé, puis j'ai parlé avec la foule, j'ai dit, ben on est tous franco-ontariens parce C'est sûr. qu'on se sentait C'est tous sûr. frustrés de voir ce qui se passait. sûr. Et donc, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai décidé de travailler avec mon équipe pour mettre la pression politique, Ouais. pour que le gouvernement Ford recule. Et à partir du moment où j'ai vu qu'il était capable de reculer, bien là, je me suis dit, parfait. Là, on fait ça pas juste pour, dans le fond, des raisons politiques, on fait ça aussi pour les bonnes raisons. Moi, je veux la réaliser, l'Université franco-ontarienne. J'ai appelé Caroline Mulroney. J'ai dit, Caroline, veux-tu avoir une université franco-ontarienne? Elle a dit oui. Parfait. Fait que là, on s'est donné 48 heures pour régler la question. Écoute, on s'est parlé à 2h30 du matin parce qu'on continuait à négocier Quand même. avec Ross Romano. Ouais. Puis là, je disais, gang, moi, je suis prête à rester toute la nuit réveillée, mais Mais on demain règle ça, matin, c'est on réglé. s'est réglé. Puis pourquoi ne pas le faire pour d'autres provinces? Bien, en fait, il n'y a pas d'autres projets d'université francophone hors Québec Avec le en- pouvoir fédéral de dépenser, vous Mais pouvez facilement le faire. ça va me faire plaisir de te parler de notre plateforme en langues officielles au cours des prochaines semaines. Hey, on va s'en dire des choses dans les prochaines semaines. Ce qui est le plus important en langues officielles en dehors de l'Université franco-ontarienne présentement, c'est vraiment la modernisation de la loi. Ouais. Puis c'est comme ça que le fédéral, on peut avoir encore plus Bon, d'impact on va avoir sur des les nouvelles minorités. idées, des nouveaux ci, nouveaux ça. Oui. Merci d'avoir été là. Ça me fait Vous plaisir. venez de voir la vraie Mélanie Joly. Ça, c'est la vraie, OK? D'autres, c'est la fausse, je sais pas. Quelqu'un joue son rôle. Non, non, c'est Et la moi, vraie aussi, Moi, c'est la mais- vraie qui était là au métro, en primeur, la vraie Mélanie Joly. C'est toujours la bienvenue. Là, Merci, tu as Frédéric. des tonnes et des tonnes d'annonces. Fait que tu viens te rasseoir quand tu veux. Nous, on a juste ça à faire. On va jaser. On va jaser. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Salut.